L'Africa Newsroom continue avec Raphaël Goma, enseignant-chercheur, c'est notre invité, Nadia Lamarque-Bi et Alfred Chango qui sont nos éditorialistes. Voici le dossier du jour. Depuis 2011, l'État congolais a entamé des réflexions pour la mise en place d'une nouvelle politique de formation qualifiante. Cela fait partie d'une politique globale devant conduire à l'insertion de milliers de jeunes chômeurs dans la vie active, car le Congo ne fait pas exception. Ces autorités doivent, comme dans bon nombre de pays, proposer des solutions à ces jeunes qui sont diplômés ou non et qui sont également à la recherche d'un emploi depuis des mois, voire des années. Reportage de Franck Nodofina, envoyé spécial au Congo. Nous sommes lundi matin, premier jour de la semaine. Les jeunes étudiants viennent consulter le tableau des concours et des offres d'emploi à la fonction publique. Au Congo, la problématique de l'emploi des jeunes est une question récurrente et actuelle. Le gouvernement estime à 6,9% le taux de chômage, mais les statistiques concernant le sous-emploi sont bien plus importantes. Pour que tu sois intégré à la fonction publique, c'est pas vraiment facile. C'est un problème de la volonté personnelle et du charisme au niveau des études. Au Congo, on a besoin des étudiants travailleurs. Il s'agit d'un problème de formation. Les étudiants ne sont pas bien formés d'abord sur le terrain. Nous faisons des cours dans des conditions qui ne sont même pas favorables. Les appréciations sont diverses et variées. Les responsabilités sont également partagées. Le favoritisme, le niveau de la formation souvent bas, l'inadéquation formation-emploi sont entre autres les principaux obstacles à l'emploi des jeunes aujourd'hui au Congo. Le 12 août 2013, lors de son traditionnel discours à la nation, le président congolais a annoncé la baisse du taux de chômage. Ce taux serait aujourd'hui de 6,9%. Une baisse spectaculaire qui laisse sans réponse certaines questions, car le taux de chômage 2 ans plus tôt était de 34,2%. Il y a le facteur infrastructurel, notamment la construction des routes. Il y a les barrages, notamment le barrage d'Imboulou, il y a les ponts, il y a également le secteur minier qui a pris beaucoup d'ampleur. Il y a principalement la question de la municipalisation accélérée des départements qui a boosté effectivement les activités de plusieurs secteurs. Les infrastructures, les mines, la question de la municipalisation accélérée des départements sont donc les principaux facteurs qui ont contribué à la baisse du taux de chômage au Congo. Mais en vérité, beaucoup de ces emplois sont créés à temps partiel. Dès 2011, l'État congolais a entamé des réflexions pour la mise en place d'une nouvelle politique de formation qualifiante. Ceci a conduit à l'insertion de milliers de jeunes qui avaient du mal à décrocher leur premier emploi. Lorsqu'on prend la définition du BIT, la définition du chômage selon le BIT, avec ces 3 critères, notamment une personne qui n'exerce pas une activité génératrice de revenus, une personne qui est à la recherche active d'un emploi, une personne qui est immédiatement disponible à occuper un emploi, on se rend compte que le nombre de personnes qui remplissent ces conditions de chômage a considérablement baissé. 6,9% de taux de chômage au Congo en 2013. Quel est alors le taux de sous-emploi? Pas de chiffres clairs publiés à ce jour, mais ils sont nombreux les jeunes Congolais qui, dans l'attente d'un emploi bien rémunéré, se contentent de petites activités génératrices de revenus. D'autres ont très vite trouvé la solution miracle pour leur émancipation financière. C'est le cas de Solange Samba Toyo. Après plusieurs années passées dans la fonction publique, elle a fini par créer sa propre entreprise. Lorsqu'on travaille dans une entité, laquelle qu'elle soit, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire qu'on n'évolue pas, on n'évolue plus, on atteint un certain niveau. En ce qui me concerne, le poste le plus élevé que j'ai pu atteindre dans l'administration publique, c'était chef de service. Alors que je pense qu'avec les compétences que j'avais, j'aurais pu aller plus loin. Dans son entreprise, Solange emploie 5 jeunes. Tous ont attendu sans réponse la main tendue de l'État. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises au Congo pour embaucher ou pour recruter les étudiants ou les personnes qui finissent leur formation. Il y a ce problème où beaucoup d'étudiants font des formations sur des filières laquelle le pays on ne le développe pas. Trouver un emploi rémunéré à la hauteur de son diplôme n'est pas chose aisée au Congo, surtout dans les 2 grandes villes du pays que sont Brazzaville et Pointe-Noire.
Le gouvernement procède chaque année à des recrutements, mais cela ne suffit pas toujours pour résorber le fort taux de sous-emploi constaté sur le terrain. Nous, les petites entreprises, je peux vous dire que nous sommes assaillis de demandes d'emploi. Même lorsque nous prenons des gens en stage, les gens restent indéfiniment parce qu'après, ils ne savent pas où aller. Le chômage et le sous-emploi sont deux réalités incontestables au Congo. Mais il y a un paradoxe. Le Congo, depuis une dizaine d'années, entreprend de nombreux projets infrastructurels et miniers, et on manque parfois de personnel qualifié dans ces deux secteurs, par exemple. Nous n'avons pas sur place au niveau du pays des écoles qui forment les ingénieurs dans le domaine des bâtiments et des travaux publics. Voilà pourquoi nous sommes en train de réfléchir au niveau du département pour signer des partenariats avec des grandes écoles pour nous former des personnes dans des qualifications qui manquent au niveau du pays. Au Congo, comme dans beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, l'emploi salarié trouve de plus en plus ses limites. Beaucoup de jeunes s'installent à leur propre compte, souvent avec de maigres moyens. Les autorités congolaises veulent aujourd'hui encourager ces initiatives. Nous développons des programmes que nous appelons des programmes emploi indépendants, permettre aux jeunes de pouvoir monter leurs projets et rechercher des financements. Et la stratégie que nous menons à notre niveau consiste effectivement à aider les jeunes à avoir des idées de projets, à les mettre en œuvre et nous les accompagnons dans le sens du financement et même dans les aides à la gestion technique de leur micro-entreprise. Avec environ 60% de la population vivant dans les villes, le Congo est parmi les pays les plus urbanisés d'Afrique. Ceci est un facteur important permettant aux deux phénomènes que sont le chômage et le sous-emploi de connaître une plus grande ampleur. La politique nationale de l'emploi, PNE, actuellement en cours dans le pays, donne la priorité au secteur privé. L'État n'étant plus en mesure de recruter le flot de diplômés qui sortent chaque année des universités publiques et privées, veut ainsi mettre l'accent sur l'auto-emploi. Le climat des affaires étant aujourd'hui favorable à de telles initiatives, il ne reste qu'à accompagner les demandeurs d'emploi avec un plan financier conséquent. Raphaël Goma, lorsqu'on vous dit emploi des jeunes au Congo, qu'est-ce que vous répondez ? Non, je tiens d'abord à vous dire qu'au-delà, bien sûr, du débat politique sur la situation générale qui est très préoccupante au Congo, la formation et l'éducation des jeunes, c'est un sujet qui me préoccupe. J'y passe toute ma vie. Je suis non seulement enseignant-chercheur, mais je suis formateur à l'EDF pour les jeunes donc, qui ont un pied à l'entreprise et un pied à l'école. Donc c'est pour autant dire que c'est un scandale au Congo. Vous savez que le budget du Congo est de 4 000 milliards de francs CFA. Mais combien mettons au niveau de la formation des jeunes? Combien? Quasiment rien. Quasiment rien, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, on vantait les municipalisations accélérées. Mais qu'est-ce qu'ils construisent? Un aéroport pour le président, un palais présidentiel, l'école à côté, il n'y a rien. Les centres de formation, il n'y en a pas. Mais c'est très réducteur de dire que l'aéroport qui est construit, c'est pour le président de la République. Mais attendez, quand on va mettre un aéroport dans un lieu qui ne peut pas apporter quelque chose à une nation, moi je pense que c'est pour que le président atterrisse là-bas. Combien de Congolais prennent l'avion au Congo aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. Donc c'est pour dire que non, c'est une catastrophe le Congo en matière de formation et d'éducation. Mais le symbole en est l'unique université de Brazzaville, l'université Marien Ngouabi, qui n'est même pas classée dans le dernier classement, qui n'est même pas classée parmi les 100 universités d'Afrique, où les jeunes, effectivement, sont assis à même le sol. Je n'irai pas dans les écoles. Récemment, je rigolais avec une photo d'un ministre, une photo prise dans une école, où le ministre était dans une salle de classe, où l'on voyait des tables bancs vétustes et où il y avait des briques, où les jeunes s'asseyent. Non, je pense qu'il faudra mettre des moyens sur l'école. N'oublions pas que l'éducation, c'est un droit. Et c'est même disons, dans la déclaration des droits de l'homme. Et le Congo est signataire de ces documents-là.
Mais alors, avant de je pense qu'au Congo, j'ai envie de dire que dans ce secteur, il y a un déni de droit. Alors, avant de poursuivre, on va prendre l'avis de nos éditorialistes également. Nadia Labarbi, vous avez vu le reportage qui vient de passer. Quelle est votre analyse de l'état, de l'éducation et de l'emploi des jeunes au Congo? Je ne peux aller que dans le sens de monsieur, mais seulement lorsqu'on voit le reportage, et pour recontextualiser un peu les choses, ce reportage pourrait être pris au Congo comme pourrait être pris dans 70% des pays africains. C'est pour ça qu'en fait, ok, je suis d'accord qu'il faut condamner la situation actuelle et qu'il faut pointer les déficiences. Mais nous sommes aussi sur un continent qui est en construction. Et un continent qui est face aux mêmes problématiques. En fait, d'autres pays sont face aux mêmes problèmes pour d'autres raisons. Mais on doit réfléchir l'avenir. On en est encore au point de la réflexion. Exactement, on en est encore. Mais à un moment, après 53 ans d'indépendance, oui, et quand je pense que tous les jours on fustige la France en disant « touche pas mon président », nous sommes encore à la réflexion. Non, attendons, arrêtons. Le Congo a le potentiel nécessaire pour créer des infrastructures pour la formation des jeunes. Donc il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Alfred, alors votre position? Alors le reportage est très intéressant hein, parce que il représente exactement la situation. On a entendu des jeunes étudiants dénoncer, déplorer les conditions dans lesquelles d'études. Hein. On a entendu certains dénoncer l'inadéquation de la formation et du marché de l'emploi et que donc effectivement on peut se dire bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est-à-dire qu'on prenne conscience qu'il faut, notamment les jeunes qui sont déscolarisés, mais qui travaillent, qui font du travail informel, parce que voilà, du travail informel, ou pour ceux qui veulent créer leur entreprise, qui n'ont pas de formation, qu'on puisse les accompagner. Ça n'est pas une mauvaise chose. Mais effectivement, il faut avoir une politique nationale, justement, de l'emploi. Et en ciblant les secteurs qui sont producteurs, justement, générateurs d'emplois. Pas dans la fonction publique, comme on l'a entendu. Alors justement, je vais me tourner vers notre invité. C'est peut-être aussi ça, l'un des problèmes. C'est qu'a priori, hein, au Congo, 23% des employés seraient embauchés donc, par le secteur public et 2,4% par le secteur privé. C'est peut-être là, effectivement, que réside l'un des problèmes fondamentaux de l'emploi. Bien sûr, c'est là qu'est le problème fondamental. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait un plan d'orientation dans ce sens. Parce que la fonction publique, elle n'est pas faite pour, disons, résorber le chômage. Non. Justement, il faut créer de l'emploi. Mais créer de l'emploi, il faut mettre les moyens adéquats dans le secteur industriel et dans le secteur de la formation. Savez-vous que même les enseignants ne sont pas qualifiés pour certains? Ils étaient dans une situation de grève pendant presque 3 mois, ou je dirais même 5 mois, pour revendiquer ne serait-ce que leur dû. Leur salaire, ils n'en ont pas. Quelqu'un qui n'a pas son salaire, comment voulez-vous qu'il se déplace pour aller former le jeune? Il y a aussi un problème là-dessus. Donc, j'entends souvent dire que voilà, qu'il y a un ministère qui s'occupe, disons, des grands travaux et même un pôle, qu'on veut créer un pôle économique du côté de Pointe-Noire, mais ils en sont toujours à la réflexion, alors qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent. Vous savez que le budget du Congo de l'année dernière était excédentaire. C'est-à-dire qu'il y avait un excédent budgétaire de 1000 milliards. Mais où est parti cet argent-là? Pourquoi ne l'a-t-on pas investi dans la formation des jeunes ou dans la création des entreprises? Mais quand ils disent qu'ils accompagnent les jeunes, comment les accompagnent-ils au fait? Vous avez l'impression que rien n'est mis en place au Congo pour pouvoir aider la jeunesse? Rien. Alors je vous le dis parce que... Est-ce possible que dans un pays, rien ne soit fait pour la jeunesse, que ce soit en matière d'éducation, tout comme en matière d'emploi? Si vous voulez, pour l'exemple, si on veut dire qu'il y a des moyens qui sont mis pour la jeunesse, aujourd'hui, le taux de réussite aujourd'hui au baccalauréat, il est de combien? 28%. C'est criard. Quand je pense qu'en France, on est à 88% de réussite au baccalauréat. Au Congo, on en est encore à 28%. Et encore, lesquels? Donc, aucun, je dirais que, en fait, vous savez, j'ai toujours envie de dire que c'est peut-être un moyen de maintenir peut-être cette jeunesse-là dans l'obscurantisme pour éviter qu'un jour qu'ils aillent revendiquer. Parce que le Congo souffre, bien sûr, sur le plan juridique et institutionnel.
j'ai envie de dire, et je le dirais, que le Congo n'est pas vraiment une démocratie. Depuis qu'il y a eu le coup d'État de 1997. On va revenir au débat. Et juste pour terminer, je dirais que là où il y a une dictature, on ne peut pas favoriser l'émergence de l'intellectuel et de la formation des jeunes parce qu'il faut les étouffer pour éviter la révolte. On va revenir au débat, on va se recentrer un peu. Nadia, vous avez entendu l'analyse de notre invité. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en priorité pour justement permettre à cette jeunesse congolaise, parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs problèmes, l'adéquation entre la formation et les offres d'emploi, la formation des enseignants, le secteur privé qui devrait embaucher plus. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? En fait, c'est toujours la même question. Mais contrairement à monsieur, moi je pense qu'il y a un moment, il faut quand même commencer. Il faut bien commencer quelque part. Commencer à réfléchir, non, il faut bien à un moment commencer. Il faut bien commencer par quelque chose. Là, c'est vrai les chantiers sont tellement énormes qu'à un moment, j'imagine qu'ils savent plus très bien par où commencer. Seulement, il y a on va dire un rythme naturel, c'est-à-dire qu'on commence toujours par le primaire et on remonte en espérant que les générations vont. Parlons-en le primaire au fait. Parlons-en les primaires. On va écouter justement. Nadia qui va poursuivre son analyse. Non, mais c'est ça. Donc oui, il faut commencer par prendre les choses à bras-le-corps. On commence par le primaire, on remonte, ainsi de suite. Mais par contre, sur le privé, sur le secteur privé, je veux dire quelque part, c'est l'aspect le plus simple, le plus pratique et le plus facile à faire. Donc c'est plus difficile d'éduquer sur 3 générations que de développer le secteur privé. C'est beaucoup plus simple à faire parce que les instruments sont déjà quasiment existants et que ça joue beaucoup sur la volonté de l'individu, ça joue beaucoup sur les mécanismes et qu'il y a certainement des mécanismes faciles à faire, comme il a été fait dans beaucoup de pays, des comptoirs uniques, la formation, le suivi et le coaching des entrepreneurs, l'ouverture de crédits bancaires, de petits crédits bancaires permettant justement à la petite entreprise. Les choses sont faciles à faire et elles sont comment dire, sues par tout le monde. C'est la chose la plus évidente à faire. Ce qui est plus compliqué, par contre, c'est d'éduquer. Et en parlant d'éducation, Alfred, juste avant que vous énonciez votre propos, 10 millions de dollars ont été accordés par la Banque mondiale pour la formation de 15 000 jeunes chômeurs au Congo. C'est récent. Vous avez appris certainement cette nouvelle-là. Alors c'est peut-être une manière effectivement de trouver une issue à ces difficultés que traverse le Congo. Le projet vise très clairement à soutenir la formation d'au moins 15 000 personnes, 15 000 jeunes. Alors, autour de 16-30 ans, et puis les petits entrepreneurs, etc. Mais le gouvernement congolais aussi a ajouté les cotes. Donc ça fait au total, je crois, 32 millions de dollars dans l'ensemble. Bien, c'est une initiative parmi tant d'autres qui peut aider effectivement à la formation. Mais je dis toujours, quand c'est comme ça, il faut avoir déjà des structures qui peuvent accueillir ces 15 000 personnes, du personnel formé pour les former, et ensuite permettre que le marché de l'emploi puisse les résorber, etc. Ça, c'est une première observation. La seconde, c'est que moi, je comprends la crispation, presque la colère de Goma. C'est normal, effectivement, quand on est enseignant, de voir qu'il y a des situations improbables comme celle-là. Mais de l'autre côté, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que le gouvernement prenne conscience, justement, même si c'est trop tard. Ce qui peut être fait aujourd'hui peut être au fondement de ce qui pourra être mieux faire demain. Donc l'investissement dans la formation, dans la scolarisation, et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a par ailleurs cette diaspora congolaise à travers le monde, qui a été formée, qui est formée. Et donc, il y a toujours des atouts qu'on peut valoriser suivant les politiques qui sont mises en place à ce moment-là. Alors, Raphaël Goma vous disiez tout à l'heure que rien n'était fait. Effectivement, ça, c'est une initiative qui a été mise en place. Votre réaction par rapport à ça? S'il y a une initiative, je suis d'accord. Mais qu'on reste à la réflexion, ça, j'ai envie de dire que ça me dépasse. Mais revenons à la diaspora. Vous avez dit que la diaspora, effectivement, il y a des jeunes qui sont formés. Récemment, le président du Congo est passé ici.
où il demandait à la diaspora. En France, oui. Oui, il est passé en France, ici, où il demandait à la diaspora, tout au moins dans un secteur donné, la médecine, de rentrer parce que, semble-t-il, il y avait des infrastructures. Mais il y a eu des jeunes qui sont rentrés et qui sont vite revenus. Pourquoi sont-ils revenus? Parce que les infrastructures n'étaient pas au niveau de celles qu'ils avaient ici. Parce qu'ils n'avaient pas les conditions nécessaires pour exercer leur métier. Donc, voyez-vous... Est-ce qu'on peut être aussi exigeant en rentrant dans son pays d'origine que lorsqu'on se trouve dans un pays tel que la France ou les États-Unis? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas revoir aussi ces exigences? Non, mais l'exigence, c'est laquelle? Quand vous arrivez devant un... Je prends le cas des jeunes médecins formés ici qui rentrent. Vous arrivez devant un patient que vous n'avez même pas de quoi lui administrer. Mais c'est frustrant de voir quelqu'un en train de mourir dans vos bras. Vous n'allez pas rester à comptabiliser les cadavres pour dire « Ah ben voilà, je suis là, j'attends mon salaire ». Non, je pense qu'il faut mettre les moyens. Et tantôt, vous avez souligné, je crois, un aspect positif en disant qu'il fallait donner peut-être des crédits aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent évoluer. Je vais vous donner un exemple. Le PNUD avait, dans le secteur agricole, je me souviens, ça se passe en 2001, forme des jeunes. Ça se passe dans une localité qui se trouve en Cailly. Donc, voilà, on leur forme en disant, ben voilà, vous allez être formés dans le secteur agricole, ainsi de suite. Ils sont formés. Et à la fin, ils demandent des crédits. Parce qu'on ne se lance pas comme ça après la formation. Mais malheureusement, ils n'en ont rien. Donc, ils n'ont pas obtenu ces crédits. Il n'y a pas de crédits qui sont accordés aux jeunes. Et pourtant... Les milliards, il y en a dans des coffres forts, dans des domiciles des dirigeants politiques. Il faudrait s'attaquer effectivement à ce problème également. Nous arrivons malheureusement au terme de ce débat. On va rappeler les sujets à la une qui concernent le continent africain. Le parti Ennahda a annoncé samedi dernier qu'il allait quitter le pouvoir afin de laisser la place à un gouvernement indépendant et de faciliter les discussions en vue de l'adoption dans les 4 semaines à venir d'une constitution. Il appelle même l'opposition à revenir participer à la rédaction de cette dite constitution. L'inquiétude des défenseurs de la nature en ce qui concerne le parc des Virunga en République démocratique du Congo. Il abrite des volcans actifs, des forêts, des espèces en voie de disparition. Et la découverte de pétrole près de la frontière avec l'Ouganda a suscité l'intérêt de la société pétrolière britannique Soko. Dans quelques instants, nous analyserons l'actualité de la Guinée équatoriale et du Kenya. A tout de suite.